Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde journée de GaroCamp. Désolé d'écourter le café. Voilà, nouvelle journée et nouveau format, puisque pour cette seconde journée, nous voulions organiser un petit peu des rencontres B2B entre des commanditaires locaux, donc des événements, des lieux, des festivals, et puis des solutions, des prestataires, des fournisseurs en matière de numérique et d'événements connectés. Donc on va faire la première mi-temps d'abord avec les commanditaires, et puis ensuite nous découvrirons les prestataires juste après une petite pause. Et on va commencer par le premier commanditaire. C'est le congrès et exposition de Bordeaux, et c'est Sébastien Parent, responsable digital innovation, que j'accueille sur scène. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour à tous. Je crois que vous êtes venu avec une petite vidéo. On va juste, avant, dire deux mots sur votre structure pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors, Congrès Exposition de Bordeaux, c'est une entreprise privée qui a deux activités. On est organisateur de manifestations, donc on organise des manifestations grand public et professionnelles, comme la Foire internationale de Bordeaux, le Jumping de Bordeaux, Vinitex IFEL, Expotel, donc qui sont des salons professionnels. Donc ça, c'est notre première activité. On est organisateur de manifestations. Et notre deuxième activité, c'est qu'on est des gestionnaires de sites. Donc on gère le parc des expositions, le palais des congrès, le hangar 14 et le centre de congrès Cité Mondiale, qui est un autre centre de congrès au centre de Bordeaux. Et donc là, on est, en tant que gestionnaire de sites, on permet à d'autres événements de se passer sur ces sites-là. Donc là, j'avais noté 400 manifestations, c'est ça? Oui, on organise une dizaine de manifestations, mais on en accueille 400 à l'année à peu près, entre 300 et 400. Ça va il y a quelques réunions d'entreprise, à des congrès, à des congrès de 6000 personnes. Enfin, on a des gros événements, Vinexpo, on accueille aussi, Très bien. Ce genre de choses. Bon, on regarde ça en images peut-être? C'est fini, voilà. Merci pour ces quelques images. Peut-être Sébastien, donc on a compris comment fonctionnait, quel était votre métier. Un petit mot sur le numérique, comment vous avez abordé cette question du numérique en interne? Où en êtes-vous un petit peu sur ces sujets? Alors, le numérique, on ne débute pas sur le numérique parce on a suivi un peu l'ensemble de les usages de nos clients, que ce soit les visiteurs, les exposants, les organisateurs de manifestations. Donc on a pour chacune des manifestations le site internet, les réseaux sociaux qui vont bien. Enfin, on a la politique de média planning également qui est associée. Par contre, on essaye de travailler aujourd'hui à intégrer le numérique plutôt dans l'organisation de la manifestation, dans l'accueil du visiteur, dans son expérience. Et pour tout ça, on a créé, c'est pour ça que vous aviez cette vidéo sur le CEB Lab, c'est-à-dire on s'est bien rendu compte que nous, on ne savait pas faire de R&D, que ce n'était pas notre métier, et qu'on n'avait pas l'intention de créer un département R&D au sein de Congrès Exposition de Bordeaux. Congrès Exposition de Bordeaux, c'est 100 personnes, mais beaucoup de métiers différents. Et donc, plutôt que de créer et de faire notre propre R&D et essayer de développer nous-mêmes les services, on a décidé de s'appuyer sur l'externe pour faire entrer l'innovation dans l'entreprise. Et donc, on a créé un Living Lab qui s'appelle donc CEB Lab, qui permet à des entreprises de venir tester, mettre en place des produits qui sont en phase bêta, les faire rencontrer leur marché. Et nous, on co-construit avec eux les produits. Une fois on travaille avec eux sur leur mise en marché. Est-ce que vous avez déjà des exemples de services qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réflexion dans le cadre de cette opération? Oui, on a mis en place une quinzaine de tests à peu près aujourd'hui. On a testé des produits, des players vidéo
entre guillemets intelligent, c'est-à-dire qui nous permet de mutualiser un certain nombre de vidéos sur le même player et de mettre ça sur une timeline de manière plus simple, et qui nous a permis de développer beaucoup l'audience du jumping sur les réseaux sociaux et surtout sur le streaming. On a testé de la mise en place de la géolocalisation par borne Wi-Fi. On a testé de la mise en place d'un système de co-livraison pour les visiteurs de la foire. D'accord. Les gens qui viennent à la foire de Bordeaux en tramway, qui veulent acheter une batterie de cuisine, qui ne peuvent pas la ramener chez eux, ils pouvaient se la faire livrer par un autre visiteur. Très bien. Enfin voilà, on a testé pas mal de choses, que ce soit des services ou des choses pour améliorer notre production. En préparant cette intervention, vous m'avez dit, l'idée c'était un petit peu faire du digital un élément de différenciation. Il y a peut-être une forte concurrence sur vos secteurs, donc ça peut être un élément différenciant. Oui, nous, si on prend sur notre métier de gestionnaire de site et d'accueil d'événements, c'est les concurrents, c'est les autres palais des congrès, c'est les autres parcs expo, que ce soit en France ou à l'international, parce qu'on a beaucoup de congrès européens et internationaux. Et donc l'idée, c'est comment le numérique fait un axe de différenciation, on fait un avantage concurrentiel en proposant beaucoup plus de services aux gens qui décident de faire un événement à Bordeaux. On a parlé de ce lab, quelles pourraient être les prochaines étapes pour vous? Est-ce que vous avez déjà identifié des besoins ou des initiatives qui pourraient être menées? Alors oui, les besoins sont identifiés. On a quelques tests qui sont prévus sur la fin d'année, qui sont des tests, certains plus orientés sur comment améliorer aider l'organisateur de l'événement avec le digital, des outils de recettes, de stands. Parce que quand on a vendu un stand, quand l'exposant arrive, il faut qu'il soit complet avec tout ce qu'il a acheté, donc des systèmes de recettes automatiques avec des tickets, avec des choses comme ça, on est sur ça. Et après, c'est en termes de besoins aujourd'hui, là ce qu'on a identifié, c'est surtout comment mieux connaître, parce qu'on parle beaucoup de data, nous on en a de la data, mais pas beaucoup. On cherche à en récupérer pour pouvoir mieux l'exploiter, donc on réfléchit à comment mieux connaître nos visiteurs, mieux connaître nos exposants, parce que au final, en tant qu'organisateur de manifestations, notre métier, c'est de la rencontre physique, c'est pas de la rencontre virtuelle. Mais comment le virtuel et comment l'acquisition de données va nous permettre de faire rencontrer le bon visiteur au bon exposant. Parfait. Et peut-être un petit mot pour les fournisseurs, les prestataires, les startups qui défileront tout à l'heure. Comment vous séduire? À quoi vous êtes très vigilant quand vous choisissez un partenaire? À l'envie qu'ils aient de progresser. Qu'ils aient envie de travailler avec nous, ça c'est important. Moi aujourd'hui, quand on vient me voir pour me proposer un projet qui doit rentrer dans le CEB Lab, on va dire ça va assez vite. On a une première étude de risque assez simple, c'est est-ce qu'il y a un risque juridique sur le produit qui est proposé? Est-ce qu'il y a un risque financier? Hier je disais que la billetterie du jumping est 100% digitale. Effectivement, on va peut-être pas passer toute la billetterie en phase de test sur une nouveauté. Et après, le dernier risque, c'est le risque d'image pour les manifestations. Et à partir de là, généralement, on peut mettre en place les tests. On cherche vraiment, nous, à rencontrer des gens qui vont nous faire progresser, et qui vont un peu nous bousculer, et pas forcément des gens qui viennent de notre monde. Ça peut être d'autres expériences croisées avec la vôtre. D'autres expériences, et puis après, comment on réfléchit avec leurs produits peut être adapté au monde de l'événementiel. L'idée, c'est aussi pour ces entreprises de leur ouvrir un marché. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les entreprises sur le CEB Lab, certains vont être en phase de commercialisation, donc on les a accueillis sur certains de nos événements, et maintenant on va les proposer aux 400 événements qu'on accueille. Donc c'est comment est-ce qu'on va transposer leurs services vers le monde de l'événementiel pour en faire quelque chose qui puisse après toucher un marché. Très bien, le message est passé pour les prestataires qui se présenteront tout à l'heure. Merci beaucoup Sébastien pour ces explications, bravo pour ces initiatives. On va passer à la seconde présentation et je crois que ce sera avec le Free Music Festival représenté par Samuel Vincent, que j'ai vu tout à l'heure. Il est là, Samuel. Bienvenue. Hop, on vous donne un petit micro. Voilà, je vais juste être un peu désagréable, mais si les gens qui parlent un peu fort au fond, vous pouvez faire un peu moins de bruit, ça serait vraiment plus agréable pour les gens qui interviennent. Merci d'avance. Samuel, je vais reprendre ma fiche. Donc, le Free Music Festival, un festival créé en 2001, 12 000 personnes par jour. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. On peut le résumer 2001. Comme ça 2001, c'est ça, donc 17e édition. Nous, on a fait cette 17e édition le week-end dernier. Voilà, donc l'événement est passé pour cette année 2017.
Voilà, donc c'est un festival qui est organisé sur statut associatif. Voilà, il y a une équipe salariée et il y a une gestion et un conseil d'administration bénévole. Voilà, avec quand même une organisation globale qui est faite par l'équipe salariée, qu'on a pu constituer avec le temps. Voilà, donc c'est un événement qui a lieu à Montan, dans le sud de la Charente-Maritime, sur un lieu un petit peu atypique, c'est autour d'un lac. Un lieu naturel. Hein. Voilà, site naturel, donc forcément on s'est engagé tout de suite dans une démarche éco-responsable petit à petit, et puis on s'est entouré de personnes compétentes pour ça. Et puis voilà, on a 450 bénévoles, ça dure 2 jours, en tout cas pour le concept Vraiment, actuel. s'il vous plaît, pour les gens qui interviennent, beaucoup moins de bruit parce que ça va être très difficile. Voilà. Excusez-moi, c'est pas très agréable de faire ça, mais voilà, sinon on va pas s'en sortir de la journée. Désolé, Samuel, reprenons. Je t'en prie. Donc c'est un festival de musique, donc on est dans une veine un petit peu comme Garo Rock, à une dimension moindre, mais on est sur un public assez jeune, donc des musiques actuelles. Mais au-delà de la programmation artistique, on travaille aussi une expérience. Voilà, c'est un des enjeux sur lequel on s'est engagé ces dernières années et qui est un petit peu le thème, nous, de travail pour l'avenir. Et qui est un facteur de fidélité, j'imagine, pour les Voilà, les donc là, on parle des enjeux, nous, par rapport au numérique. Voilà, donc la démarche, ça va être aussi de trouver des solutions et des innovations pour fidéliser le public, travailler l'expérience, parce qu'au-delà, comme on est sur un site naturel avec un lac, du sable et des pins, on a développé tout un concept de jeux sportifs, jeux ludiques. On fait un tournoi de football avec les festivaliers. Voilà, donc on les garde pendant 2 jours vraiment entièrement autour du lac, parce que l'endroit est assez magique. On a un camping assez grand, on a un parking extérieur qui nous permet de gérer les véhicules bien à part. Et puis, du coup, on crée vraiment une expérience globale pour ne pas forcément être là que pour la musique, mais être là pour tout un week-end et pour un bon moment. Et voilà, que Free Music soit un événement global, quoi. Très bien. On va regarder peut-être une petite vidéo pour les gens qui ne connaîtraient pas le festival et pour les autres. Et puis on en parle ensuite après. Et voilà pour le Free Music Festival. Merci bien. Bon, vous avez 12 000 festivaliers, vous avez aussi quelques canards. Oui, on a 24 000 festivaliers, 12 000 ouais. Par jour. Oui. 12 000 par jour, oui. Et oui, bah voilà, on a tout un lac avec toute la faune et la flore qui va avec. Bon, ils n'ont pas de bracelet, les canards. Ils viennent gratuitement au festival. Ah, j'entends mal. Ça. Ils n'ont pas de bracelet, les canards. Ils ont all access au festival. Oui, moi ça, après, nous, on est... voilà. Bon, parlons un peu de numérique. Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous l'avez déjà forcément. abordé et quelles seraient peut-être vos envies dans ce domaine? Alors nous, de par la nature déjà de notre public, forcément, on doit être connecté, on doit être en tout cas adapté aux usages de ce public-là. Donc c'est très important que l'on soit au fait de ça. On a des choses qui sont en place depuis quelques années, évidemment sur tous les aspects de billetterie et de cashless. On a développé en tout cas toute une utilisation numérique. Au-delà du fait de vendre des billets aussi, c'est la gestion de nos bénévoles, de nos partenaires, de nos VIP. On essaie d'utiliser un petit peu les solutions qu'on a à disposition avec notre partenaire là-dessus pour essayer de développer ça aussi sur un aspect organisationnel. Des outils très métiers, là, pour le coup. Oui. Oui. Et puis le cashless, évidemment, donc avec toutes les opérations qu'on peut faire aujourd'hui, puisque au-delà de la solution en elle-même, voilà, on a une possibilité d'interagir aussi aujourd'hui avec les festivaliers.
Et puis après, on a d'autres solutions numériques sur lesquelles on aimerait aussi s'améliorer, sur la production pure, la gestion des feuilles de route, nous, par rapport aux artistes. On a Global Charger ici aussi qui nous apporte une solution en termes de recharge de téléphone. Voilà, donc on a diverses choses comme ça. Et puis voilà, donc on travaille aussi sur tout un tas de choses sur lesquelles on aimerait trouver des solutions. C'est pour ça que c'est important ce genre de rencontre pour nous. Le frein aujourd'hui, c'est le coût de ce genre d'outil? Ou c'est le temps ou c'est Ouais, c'est un petit peu des deux. Ouais. Alors nous, évidemment, on est une petite structure, on a un événement qui grossit, donc on est tous un petit peu à flux tendu. On n'a pas forcément le temps d'analyser, d'étudier et de connaître toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Et en même temps, on n'a pas forcément les moyens non plus. Simplement, l'idée, c'est que quand même on arrive à avancer et qu'on arrive à mettre en place des solutions. Et souvent, en discutant avec les concepteurs, hein, ceux qui portent les projets numériques, on arrive toujours à trouver des solutions. Donc c'est vrai que c'est important, nous, cette journée-là, et en tout cas dans notre démarche, de prendre le temps de rencontrer tout le monde, parce que souvent, on se pose la question des moyens financiers, mais finalement, déjà rien que dans la discussion, souvent, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Ouais. Voilà, donc ça, c'est important de pouvoir rencontrer tout le monde. Et alors peut-être pour terminer, justement, un mot pour les prestataires qui vont venir tout à l'heure. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent quand vous présentez un projet? Oui, tout, globalement. À partir du moment où il y a des gens qui ont des idées, je trouve ça extraordinaire. Et puis, on a tellement de besoins que de toute façon, je suis ouvert vraiment à tout. Nous, on va avoir 2 grands axes d'enjeu. C'est la relation avec le festivalier, donc l'expérience. Voilà, le teaser, c'était le teaser de l'année dernière, mais voilà, il montre bien un petit peu le mélange entre musique et expérience. Ouais. Et après, sur l'aspect organisationnel, on a vraiment des points vraiment à améliorer, nous. Et je pense qu'en tout cas, dans cette économie-là, on a des solutions qui sont peut-être existantes ou à construire assez facilement et qui pourraient beaucoup nous aider. Ouais. Parfait. Bah, rendez-vous tout à l'heure avec les prestataires. Merci beaucoup, Samuel, pour cette présentation du Free Music Festival. Très bel événement. Et nous allons enchaîner avec une salle de concert. Cette fois-ci, c'est le Florida à Agen, représenté par 3 personnes de son staff. Gabrielle Rossi, la directrice. Bonjour. Bonjour à tous. Olivier Paniaga, que je vois là-bas, qui est chargé du numérique. Et Sylvie Guerre, qui est chargée des partenariats. Bonjour. Alors, qui me dit un petit mot sur le Florida? Quand on n'est jamais allé au Florida, comment l'expliquer à des gens qui ne seraient jamais passés les portes du Florida? On est donc une salle de concert. On est le premier espace culturel dédié aux musiques actuelles en France, qui a ouvert en 1993 sous la houlette de Marie-Thérèse François-Poncet. Donc c'est vrai que nous, on est un lieu où toute l'année, on œuvre auprès des jeunes et des moins jeunes, que ce soit au niveau des concerts, de la sensibilisation à la musique, et notamment via des cours, via des ateliers auprès des élèves des écoles, de la primaire au lycée. Voilà, donc on développe énormément... Waouh, c'est bizarre. On développe énormément d'activités tout au long de l'année. J'ai noté quelques chiffres, donc 13 salariés, une salle de concert de 750 places, 4 studios de répétition, un studio numérique, près de 10 000 entrées sur l'ensemble de la programmation. Voilà, ça bouge beaucoup au Florida. Ça brasse toute l'année. Bon, ouais. Très bien. Je crois que vous avez une petite vidéo, c'est ça? Tout à fait. Bon, on va la regarder et puis on parlera de numérique juste après.
Voilà pour la présentation du Florida. Peut-être un mot avec Olivier sur la dimension numérique. Comment votre structure s'est-elle emparée de ces sujets? Je crois que vous êtes assez impliqué. Alors on est assez impliqué et un peu pionnier parce que ça fait une vingtaine d'années en fait qu'on s'est un peu employé à travailler les questions du numérique. Alors déjà via bien sûr l'artistique, les pratiques artistiques, via l'action culturelle, l'accompagnement, et petit à petit, avec le temps, comme tout le monde, le numérique aussi comme un outil de communication, un outil de production et tout ce qu'on peut faire, un peu comme tout le monde, quoi, pas plus pas moins. Avec des réflexions sur ces sujets plus particulières ou ouais, avec des réflexions et un angle qui nous tient un petit peu à cœur. Donc aujourd'hui, on est beaucoup de salles, festivals à utiliser tout un tas d'outils, que ce soit de la billetterie à l'hébergement de sites internet, et tout un tas d'outils de suivi des usagers, etc. Et voilà, ce qui nous tient à cœur un peu, c'est de tenter de s'affranchir un petit peu des gros du web pour être un peu plus autonome dans notre communication éthique, le plus possible, avec une vraie réflexion sur tout ce qui va être aussi ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Voilà, c'est des thèmes qui nourrissent un peu la structure au quotidien et qui donc sont appliqués et qui sont appliqués et qui font partie du cœur du projet de la structure aussi. Voilà. Parfait. Je vais peut-être passer la parole à Sylvie. On avait discuté ensemble avant cette intervention. Vous m'aviez parlé d'un projet de site internet notamment. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Alors l'idée c'est d'être un peu multiple sur le site internet parce qu'on a un volet programmation qui est forcément très visible. Et l'idée, c'est de mettre aussi en avant toutes nos autres activités que le grand public ne voit pas forcément. Donc ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et on aimerait aussi que ce soit plus qu'un site internet, puisqu'il y a tout un volet vidéo, streaming, etc., qu'on voudrait mettre en place directement sur le site. Et là, c'est peut-être à Olivier de compléter l'aspect technique de tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on y trouvera sur ce site internet dans le meilleur des mondes, idéalement, qu'est-ce qu'on y trouvera? Non, mais dans l'idéal, ce serait d'avoir un site internet qui soit un tout petit peu institutionnel, un autre qui soit vraiment ouvert aux usagers du Florida, à notre public, avec des outils qui nous permettraient notamment de faire du streaming vidéo assez facilement et de façon très autonome, en s'affranchissant encore une fois des Facebook Live, Periscope et compagnie. D'accord. C'est un exemple. Voilà, et ça, c'est sur quel calendrier? Vous l'avez déjà un peu envisagé ou... Maintenant, voilà. Le plus vite possible. C'est toujours le plus vite possible. Non, mais on y travaille et c'est vrai que c'est pas évident de trouver une solution qui réponde à notre cahier des charges en tout cas. Ouais. Parfait. Bon, on va peut-être terminer par un mot de la hiérarchie. On finit souvent par les directeurs, c'est comme ça. On va rencontrer des fournisseurs, des prestataires, des startups tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? À quel type de points, de sujets vous êtes vigilant ou comment vous séduire finalement? Comment nous séduire? Nous, ce qu'on aime au Florida, en tout cas dans notre projet, tout le côté éthique, Olivier l'a dit, donc c'est la relation humaine pour nous qui est fondamentale, mais bien évidemment l'aspect technologique, éthique du numérique aujourd'hui. Donc en fait, à partir du moment où on arrive à, comment dire, à discuter simplement et à proposer en tout cas des usages qui soient, je vais revenir sur ce mot parce que c'est le seul qui puisse vibrer et résumer, c'est éthique. Voilà, il faut qu'il y ait un état d'esprit en commun avec ces personnes. Et être vraiment en phase et en osmose avec le partenaire avec lequel on travaillera. Quoi. Parfait, voilà. J'espère et j'en suis sûr que ça parlera à nos fournisseurs de solutions. Merci à tous les trois pour cette présentation de cette très belle salle, historique en plus. Alors je m'excuse, je me perds un peu dans mes fiches parce que j'avais pas le bon ordre. Allez, je voudrais pas dire de bêtises, ça m'arrive de temps en temps, mais... Et donc c'est le Brief Festival, voilà. Gentiment soufflé par nos amis de la régie. Brief Festival représenté par Élise Duneau et Stéphane Canarias. Canarias directeur du festival et directrice adjointe. Allez, un petit mot sur le Brief Festival pour quelqu'un qui n'ignorait jamais mis les pieds. Alors, c'est un festival qui a 14 ans, qui a été créé... je me rapproche. Oui, venez à côté de moi. C'est un festival qui a été créé il y a 14 ans, qui d'abord a été créé par un office de tourisme, enfin par l'office de tourisme
pour lequel je travaillais. Et l'objectif, c'était tout simplement d'animer la saison estivale grâce à une animation D'accord. qui répondait aux attentes des touristes. Et puis, l'histoire des festivals est souvent la même. C'est l'histoire qui explique le développement de l'événement. Et puis, voilà, l'histoire s'est faite progressivement. On a, au cours des 3 dernières années, connu une progression très forte, jusqu'à doubler notre fréquentation l'année passée. Et aujourd'hui, on accueille à peu près 30 000 personnes sur 5 soirs, avec une jauge de 7 000 personnes par soir, dans un cadre urbain. C'est un festival qui ne ressemble pas à celui de Garo Rock ou à celui de nos amis de Free Music. On n'a malheureusement pas de camping, etc. On a un public plus âgé. Plus familial peut-être. Plus familial, et essentiellement familial, une trentaine d'années d'âge moyen. D'accord. Très féminin, messieurs, 64% de femmes, je ne sais pas pourquoi. mais C'est très bien, c'est- c'est voilà. une bonne chose. Et c'est un événement qui effectivement a une programmation très variété, qui correspond aux attentes de notre clientèle très féminine. Parfait. On va regarder ça en vidéo. Élise, Ouais. peut-être juste quelques mots-clés, si on devait résumer le Brief Festival. Quelques mots-clés, programmation familiale, des têtes d'affiche principalement françaises et un public qui vient en moyenne 2 jours sur les 5 jours, corésien, mais pas que. Depuis 3 ans, on a 40% de nos clients qui viennent à plus de 200 km et qui fréquentent du coup aussi le territoire de Brive. Bon, on vérifie tout ça en vidéo. Là, c'est sur les slides. Là, voilà. Et voilà pour quelques images du Brief Festival. C'était l'édition de l'an dernier. Oui, c'était l'édition de l'année passée, effectivement. On va voir ensemble quelques petits chiffres clés. Alors j'ai une petite zapette, je sais pas si... super. je crois que c'est le bouton qui est effacé, m'a-t-on dit. Je vais remonter peut-être en avant pour expliquer qui nous sommes. Alors l'année dernière, il s'est passé quelque chose d'assez important dans l'histoire du festival. On a été, en fait, le festival a été racheté par un groupe, enfin par 2 groupes exactement, le groupe Vivendi et le groupe Centre France, qui aujourd'hui détiennent à 70% pour Vivendi et Centre France à 30%, le Brief Festival. Ils ont racheté le festival et l'équipe qui allait avec, donc on a quitté l'office de tourisme avec... Nouvelle vie. Avec Élise pour partir vers une nouvelle vie, voilà. En fait, ce que recherchait aujourd'hui la collectivité en vendant le festival, c'était donner les capacités à ce festival de gagner en visibilité à l'échelle nationale et de pouvoir bénéficier de la puissance média des 2 groupes qui nous rejoignent, puisqu'on a la chance d'avoir un groupe média national, plutôt orienté vers la télé, et un groupe de PQR qui est le journal local, un peu la Dépêche du Midi. L'équivalent de la Dépêche Midi. Exactement, exactement. Voilà. Donc, quelques chiffres, je vous le disais tout à l'heure, 7500 personnes à peu près par soir, 5 soirs payants, déjà la 14e édition, et puis une entreprise, enfin un festival qui vit vraiment au niveau local et qui peut s'appuyer sur un tissu d'entreprise qui est heureusement fort présente. Voilà.
Bon, notre développement récent, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on en voit la progression qui a été très forte, qui sera sûrement un peu moins forte cette année malheureusement. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, notre cible de clientèle, essentiellement féminine, 31 ans d'âge moyen. La plupart ils viennent en famille ou entre amis. Et 44%, comme le disait Élise, ont fait 200 km en moyenne pour venir sur le festival. Très bien. Voilà. Bon, je ne vais pas présenter ça, c'est votre affiche. Oui, c'est l'affiche de 2017. cette année. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit, oui, mais notre marque de fabrique, c'est qu'on est au cœur d'une ville qui est essentiellement connue pour le rugby et la bonne bouffe. Et le côté gaillard, et c'est ce qu'on a cherché à valoriser à travers toujours ces fameuses moustaches qu'on fait porter allègrement à tous nos artistes. On voit dans la vidéo, tout à fait. Alors ça c'est pour le numérique. Ouais. Alors, bon, comme pour vos petits camarades, on voit quelques infos sur cette slide. Voilà, comment vous avez approché cette thématique du numérique? Est-ce que c'est une approche récente? Est-ce que vous l'avez fait dès le début du festival? Et puis sur quel point vous souhaitez vous développer? Je présente l'avant, tu présentes aujourd'hui. Globalement, en fait, le numérique a toujours été au cœur de la stratégie. D'une part, parce que lorsque nous travaillions pour l'Office de tourisme auparavant, le numérique a toujours été pour nous un facteur de promotion et de développement important de notre stratégie de communication. D'abord via les réseaux sociaux. Et puis pour alimenter et communiquer sur les réseaux sociaux, on est obligé de travailler sur la production de contenu. Et sur le festival, là aussi, on a souvent travaillé sur la production de capsules vidéo, de teasers, qui était assez innovant. Mais le numérique chez nous, malheureusement, s'arrêtait aux aspects communication, donc promotion. Marketing, communication. Ouais, essentiellement. Communication, mais pas forcément justement marketing. Ouais. Et c'est aujourd'hui un des axes sur lesquels travaille notamment Élise chez nous. D'accord. Élise, dites-nous tout. Donc aujourd'hui, déjà, on va passer le pas cette année et on passe pour la première fois au cashless, puisque même avec 30 à 35 000 personnes, on n'avait même pas de jetons, on était encore en total cash. Donc c'est l'enjeu cette année. On a travaillé aussi sur ce passage pour justement pouvoir mieux repérer le parcours client à travers les différents points de vente, les bars, le resto, le merchandising. Donc cette année aussi, on a travaillé sur la récupération de ces données et ça va être la première année où on va se concentrer là-dessus. Aussi par rapport toujours aux données. Aujourd'hui, on a des données billetterie. Donc dans le groupe, on travaille effectivement avec Digitic. Mais on a encore du mal à regrouper, analyser et utiliser correctement cette donnée parce qu'elle n'est pas forcément qualifiée. On a vraiment besoin de travailler sur cet aspect-là puisque la billetterie, c'est vraiment notre recette numéro 1 sur le Brief Festival. Également, l'enjeu numéro 1, c'est aussi d'optimiser l'expérience client sur le site puisque les clients sont là, sont captifs de 17h à 1h du matin. Et aujourd'hui, on essaye d'améliorer ce parcours et de créer une vraie expérience et de ne plus dépendre totalement de la programmation, même si c'est encore un facteur de choix pour nos soirées et notre public et notre billetterie. Donc sur l'animation du village, on a vu plein d'exemples hier et ça nous a donné pas mal d'idées, mais on a encore besoin aussi de développer des choses différenciantes, comme le disait Bordeaux ou Montendre, pour pouvoir capitaliser et faire monter en puissance le festival. Très bien. Et vous, quand on a préparé ce petit passage ensemble, j'avais noté, vous cherchiez vraiment des solutions pour entretenir en fait le lien avec le festivalier et si possible toute l'année. Oui, tout à fait. On peut le résumer un peu comme ça. Tout à fait. En amont, et du coup créer de l'achat billetterie, garder ce lien aussi toute l'année pour dire voilà, le Brief Festival, même si c'est que 5 soirs, tout au long de l'année, on est avec vous, on vous suit et du coup on peut entretenir ce relationnel et vraiment créer un lien comme on peut le voir sur des festivals type Hellfest où la programmation aujourd'hui c'est plus un facteur de décision puisque même avant qu'ils aient annoncé toute la programmation, le festival est déjà complet. On a effectivement cet enjeu, enfin Samuel le disait tout à l'heure, l'expérience client au cœur du festival est vraiment un enjeu pour la plupart des organisateurs de festivals. Maintenant, comment sortir simplement d'une simple animation et faire vivre ou promettre aux festivaliers de passer une expérience à part et unique, c'est l'enjeu, je crois, sur lequel on travaille tous. Alors le numérique fait souvent partie, vous l'avez vu, il y avait pas mal d'animations l'année dernière à réalité augmentée sur notre festival. Notamment, on avait le Vivendi Backstage, que vous avez peut-être vu sur d'autres festivals, qui était assez intéressant. On a vu plein de choses super intéressantes hier, notamment beaucoup de solutions assez innovantes.
Donc voilà, c'est ce qu'on attend aujourd'hui dans nos recherches. Et à quoi vous êtes sensible quand vous rencontrez un fournisseur de solutions? Alors, qu'est-ce qu'il faut vous dire pour on vous oublie convaincre? Si on oublie le prix. C'est marrant, ça revient chez tout le monde, ça. Non, ce qu'on aimerait, c'est vraiment jouer sur le côté différenciant. Ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de réussir à faire interagir le festivalier, l'inciter à produire du contenu et donc à rentrer dans cette logique, l'inviter à devenir notre principal prescripteur, donc le faire entrer dans une logique market qui sera un peu du C2C, sans que véritablement il s'en rende compte. Donc comment l'inciter pour nous à vivre quelque chose de sympa, mais aussi à devenir un relais d'information. Et lui donner des outils pour le faire. Et lui donner des outils qui lui permettent de communiquer sur notre festival. Voilà. Hier, l'exemple de nos amis du FIS était relativement intéressant avec ce logiciel. Oui, et puis le jeu concours sur le Selfies, il avait un nom qui était sponsorisé par SFR. C'est assez intéressant parce que d'une part, on faisait jouer le festivalier, d'autre part, on crée un produit qui pouvait être commercialisé auprès d'un partenaire, en l'occurrence c'était SFR. Donc on répond aussi aux enjeux du festival, aux enjeux économiques, et on génère du contenu, ce qui crée de la lisibilité pour l'événement de façon relativement forte et importante. Et juste peut-être pour conclure, donc ça c'est des solutions à déployer, mais on a aussi un gros souci technique, on va dire, qui est l'accès à du Wi-Fi partout sur tout le site pour nos 7000 festivaliers. Et surtout, ce problème n'est pas un problème technique, mais c'est plutôt aujourd'hui un problème de coût. Les solutions qu'on nous propose, voilà, c'est un très très gros budget pour le festival. Et c'est vrai que s'il y avait une solution ou des mutualisations possibles, ça serait vraiment l'idéal. Bon, le message est passé. Merci à tous les deux pour cette belle présentation, ce bel événement. Et les dates peut-être, on peut redonner les dates. Rendez-vous le 20 juillet, du 20 au 24 juillet. Et, voilà, on vous attend. Vous êtes tous, bien sûr, cordialement attendus au Brive Festival. Bon, rendez-vous à Brive. Merci. Merci à tous les deux. Voilà, ouais, je vais récupérer la petite zapette. Voilà pour Brive. On va enchaîner avec le festival Périgord Noir, représenté par Véronique. Bienvenue, directrice artistique de ce festival. Comment présenter le festival Périgord Noir à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler? Alors ça va être possible, oui, c'est bien, le micro marche. Le Festival du Périgord Noir, je suis très contente d'être ici parce qu'on est peut-être un des seuls festivals de musique classique, baroque et jazz ici représentés. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir. J'ai trouvé beaucoup d'innovations et d'initiatives intéressantes, mais on va en parler. Le Festival du Périgord Noir, c'est un festival qui existe depuis 35 ans, qui est un festival qui au départ a été créé, c'était faire découvrir en fait les lieux patrimoniaux exceptionnels qu'on peut avoir en Dordogne au travers de la musique. Alors cette musique, elle est classique, baroque, etc. On fait à peu près une quarantaine de concerts pendant l'été, au moment du festival. Et puis on fait surtout aussi beaucoup d'actions de médiation culturelle pendant l'année, ce qui est important. On a créé un fonds de dotation depuis 2014 aussi pour essayer de dynamiser aussi nos fonds propres. Enfin, beaucoup de choses qui se font au sein du festival et on accueille des artistes internationaux qu'on retrouve sur des scènes un peu partout en Europe. Et je vais vous proposer peut-être de voir ce petit trailer qu'on a créé depuis quelques semaines et dont on est très fiers. Et je vais voir pour la première fois ce trailer sur grand écran. Encore donc davantage. C'est génial. Merci.
Quel programme? Ah oui, c'est un beau programme parce qu'on a des artistes vraiment qui sont magnifiques et qui font la personnalité du festival. Et on les a pendant quelques jours en Périgord noir. Alors, c'est pas seulement le pays de la truffe et du vin. Quand je me balade à l'étranger, on me dit « Oh là là, mais vous faites de la musique, vous ne faites pas que de manger. » Non, on ne fait pas que de manger et que de boire. On fait de la musique et on la fait bien. Et on a des académies aussi qui sont très performantes et qui permettent à de jeunes professionnels de se produire à l'année aussi dans le cadre du festival. Et puis les stars de la programmation, c'est aussi les lieux, parce que vous mettez en valeur des Alors oui, lieux c'est ce que je patrimoniaux. disais hier. Hier, on parlait justement sur l'identité d'un festival. Et pour nous, les lieux sont très importants. C'est des lieux assez magiques, empreints d'histoire, que les festivaliers apprécient de découvrir et de venir s'enchanter par ces lieux chaque année. Et c'est important de les préserver. Et ça fait vraiment l'identité du Périgord noir du festival. Alors on a parlé de l'affiche, on a parlé des lieux, on a parlé du concept, de Il y l'état a une d'esprit. équipe dont je n'ai pas cité quand même, parce Oui. qu'on a une toute petite équipe en fait, de salariés. Et on a bien sûr des bénévoles très très motivés qui sont là à l'AD pour nous aider à monter cette saison musicale. Donc on a aussi parlé de l'équipe. Parlons de numérique maintenant. Quelles sont peut-être vos attentes, vos envies ou les initiatives qui ont déjà été menées dans ce domaine? Alors justement, on n'est pas très novateur parce qu'on travaille sur les médias sociaux depuis quelques temps. Voilà. Là, j'ai un jeune stagiaire justement de l'école Cage que j'ai pris en stage pour 6 mois pour développer tous ces aspects-là. Très bien. Mais on est conscient, et surtout ce qui me paraît important, c'est de travailler l'expérience du festivalier et de faire savoir que le festival, en fait, ce qui me pose toujours problème, c'est qu'on est très présent pendant l'été, mais peut-être qu'on est moins présent sur ces lieux patrimoniaux pendant l'année. Et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour qu'il y ait une présence du Festival du Périgord noir qui fasse que quand on rentre dans ces lieux patrimoniaux, eh bien, on est la référence du festival et de tous les merveilleux artistes qui sont venus s'y produire. Que ça soit aussi un parcours pour retrouver le festival. Tout à fait. Alors j'avais évoqué une boîte musicale, voilà, avec des capteurs vidéo qui permettraient sur les lieux du festival de se refaire une immersion sensorielle de ce qu'a été la réalité du festival pendant l'été. Et ça à des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'on peut faire justement. Et ça serait une façon de les sensibiliser et d'élargir un peu notre public. Et puis tout ce qu'on a vu aussi, et toutes les idées que j'ai pu glaner hier au cours de cette journée, c'était aussi de capter un nouveau public. Pour nous, c'est important. Notre moyenne d'âge est de 50 ans. Alors, ils sont tous très connectés, très outillés. Mais notre perspective aussi, et je l'évoque souvent au sein de la Fédération française des festivals, c'est de faire venir un nouveau public. Et pour capter un nouveau public, eh bien, je pense qu'être beaucoup plus actif, avec des outils beaucoup plus performants, c'est notre challenge. Et on n'est pas bon aujourd'hui. D'où ma présence ici. Parfait. Alors, je vais redemander aux papoteurs de faire un tout petit peu moins de bruit. C'est vraiment plus agréable pour nous sur scène et pour les gens qui interviennent. Un point sur les fournisseurs de solutions qu'on va voir tout à l'heure. Comment vous séduire? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous êtes particulièrement vigilant? Alors, moi, venant aussi du monde de l'art contemporain, c'est vrai qu'on est habitué dans l'art contemporain à avoir cette interactivité avec le spectateur. Donc c'est quelque chose sur lequel je suis très sensible. Mais la difficulté, c'est peut-être de capter déjà notre spécificité de ce milieu particulier et des attentes de nos festivaliers. Et en plus, j'attends de la proposition. Moi, j'ai déjà mes idées, mais bien sûr, une proposition, ça s'enrichit des idées des autres. Donc j'attends de l'originalité, j'attends des solutions, bien sûr, innovantes, mais aussi une capacité à les faire dans une réalisation très proche et qui ne soit pas, bien sûr, pas très cher, parce que nous avons toujours des moyens limités. Je dis toujours, on fait beaucoup de choses avec des bouts de ficelle, donc génial. Enfin là, ça sera peut-être un peu plus, mais voilà, c'est ça que j'attends, on fait de mes prestataires. Et quand on parlait d'intégrité, bien sûr, au niveau de l'éthique, on travaille dans la même mouvance, ouais, c'est important. Très bien, et on vous donne rendez-vous tout à l'heure. On vous remercie pour ces explications et cette très belle manifestation mêlant musique et patrimoine. Alors, nous allons enchaîner avec le prochain invité. Bonjour, mesdames. Alors, attendez, je reprends mes petites fiches. Alors, Escale du livre, une structure associative autour du livre et de l'écrit. Comment présenter Escale du livre à quelqu'un qui ne connaîtrait pas? Alors, on est un festival littéraire qui... Venez à côté de moi. S'il vous plaît, moins de bruit dans la salle. Désolé, mais... Un festival littéraire porté par une association, un festival littéraire à Bordeaux, porté
Venez à côté de moi, comme ça on verra bien. Porté par une association où il y a 3,5 salariés. D'accord. Il n'y a pas de direction, on est à 3 sur la direction avec un conseil d'administration collégial, exactement, avec un conseil d'administration quand même qui est assez présent. Donc on a un temps fort dans l'année qui est le festival littéraire Escale du livre. D'accord. Où là, alors pour notre empreinte, on va dire, notre ADN, c'est mettre la littérature en scène et la croiser avec d'autres champs artistiques comme les arts plastiques, la danse, la musique, voilà. Donc ça, c'est notre ADN où, voilà, il y a ce festival de création et puis aussi un salon du livre. Qui est accolé, voilà, exactement. Donc il y a toute une programmation avec des spectacles, des lectures, des rencontres, des débats autour de l'actualité éditoriale, mais aussi des débats de société, qui est accolé avec un salon du livre. Et ça se passe dans le quartier Sainte-Croix. Exactement, à côté de la gare, à Bordeaux. Parfait. C'est la 3e manifestation littéraire de France, m'a-t-on dit. Ah, très bien. C'est ça ? Oui, c'est ça. C'est à peu près 35 000 dans personnes. le classement, voilà, c'est à peu près 35 000 personnes sur les 3 jours de la manifestation. Parfait. On avait une petite vidéo, non ? C'est ça ? Oui. On va peut-être la lancer. Alors. Non, pas de vidéo. Si. Pardon. Je crois qu'elle était intégrée dans le PowerPoint. Bon, sinon on va continuer à discuter un petit peu ensemble. Alors, est-ce que la vidéo se lance ? Alors. Bon, peut-être on peut commencer à parler un petit peu. Ah oui, il y a d'autres actions au-delà des escales du livre. On peut en toucher 2 mots. Donc, notre temps fort, c'est l'Escale du livre avec ce festival qui accueille à peu près 200 auteurs, énormément aussi d'auteurs étrangers. Et après, tout au long de l'année, on a des actions. On a un événement autour de la littérature jeunesse qui s'appelle Partir en livre qui aura lieu là au mois de juillet. Très bien. Qui est moindre que le festival, mais qui est quand même assez conséquent. On a un prix des lecteurs qui court de septembre au mois d'avril, qui est la remise du prix est au mois d'avril. Et aussi, on présente des expositions qui après tournent dans toute la région, dans les bibliothèques principalement. Voilà. Et on mène de l'action culturelle aussi chaque année avec des auteurs et des illustrateurs. Très bien. Alors, vos actions numériques, est-ce que vous en avez déjà ? Est-ce que vous souhaitez en développer ? Et si oui, sur quel sujet ? Alors, on a quelques actions numériques, mais on est vraiment au b.a.-ba, on va dire, des pratiques qu'il peut y avoir. Donc, grosso ça veut dire qu'il y a tout à inventer, c'est passionnant. C'est exactement ça, c'est qu'il y a tout à inventer. Et on est effectivement, nous aussi, sur différents axes. En fait, il y a le travail qui pourrait être mené en fait, dans le cadre du festival et comment effectivement on pourrait travailler avec les festivaliers sur comment ils peuvent être plus à l'aise dans la circulation de l'événement. D'accord, donc ça c'est organisationnel. Voilà, ça c'est le côté organisationnel, mais aussi l'expérience du visiteur quand il rentre sur le site où en fait on n'a pas d'entrée unique sur la manifestation. Donc les gens arrivent de partout, donc on a aussi des problèmes de signalétique. La manifestation se déroule dans différents lieux qui ne sont pas forcément des lieux de spectacle identifiés, donc ça complique un petit peu les choses. Donc on a vraiment un travail à mener sur la circulation des publics. Et pendant les 3 jours de programmation aussi, on a une programmation qui est très dense, avec donc des rencontres avec des auteurs, avec des spectacles, avec des dédicaces sur les stands. Donc c'est aussi comment peut-être pouvoir travailler sur comment le spectateur, quand il arrive, il peut organiser sa journée pour réussir à vivre une expérience maximum dans le cadre du festival. Et on est aussi sur, à un moment donné, comment on pourrait nous aussi prolonger l'expérience avec peut-être effectivement du podcast, des choses comme ça. Mais on est vraiment dans une phase où il faut qu'on construise tout ça. Autour des 3 jours, avoir un dispositif autour des 3 jours, avant, après, voilà. Et puis, on avait parlé ensemble aussi du travail sur les nouveaux publics. Aujourd'hui, la moyenne d'âge est autour de... Alors, la moyenne d'âge, on va dire qu'on est plutôt à peu près, je pense, sur une tranche 40-60, avec, il est vrai, quand même un public très féminin aussi. Ça, c'est un peu une réalité des rencontres, même qu'on organise à l'année en bibliothèque, où il y a un public très féminin. Et oui, effectivement, il faut qu'on arrive à travailler aussi sur un renouvellement de public, même si dans le cadre du festival, on travaille sur les 3 champs de la littérature, donc littérature générale, bande dessinée et littérature jeunesse. Donc on a des familles, mais on a un peu une fracture là sur un public
plutôt voilà, sur la tranche, on va dire 20-30, où là, on aurait vraiment un travail à mener. Et c'est là aussi qu'en termes de, avec les expériences que j'ai entendues hier déjà, qu'il y aurait peut-être des choses à imaginer, et en termes peut-être d'application avant, mais aussi de ce que nous, on pourrait proposer en termes de création littéraire, en travaillant avec les outils numériques, pour sortir du livre en fait, parce qu'on est aussi nous quand même un événement littéraire, donc l'aspect papier est très important, donc on a aussi une petite fracture entre effectivement ce passage au numérique et l'outil livre qui reste pour nous la chose importante, avec le côté physique du papier en fait. Donc, comment on peut on a quand même eu la première expérience cette année de billetterie en ligne. D'accord. Oui. C'était le premier test. C'était la première étape. C'était notre première étape de numérique. Oui. Et alors tous ces fournisseurs, ces startups qui vont venir se présenter tout à l'heure, quel message vous pourriez leur passer? À quoi vous serez attentifs? C'est évidemment des questions de coût. Bon, alors ça, bien évidemment. Évidemment. Mais bon, ça, je crois que nous, on est dans des économies à petite échelle. Ouais. Mais après, oui, nous, on est plutôt curieuse voilà, de ce qu'on pourrait nous proposer, et de voir aussi, parce que c'est ça qui était intéressant dans les rencontres là, depuis hier, parce que nous, on est sur une échelle quand même très petite, avec des moyens petits, on est une petite équipe, on a un petit événement, et comment on peut peut-être aussi s'emparer de ce que font les plus grosses manifestations à notre échelle à nous. Mais après, oui, c'est plutôt de la curiosité, et voir comment on pourrait appliquer voilà, ce que propose oui, et aussi bien pour le festivalier, son expérience pendant le festival, mais aussi pour nous en amont sur le côté logistique, parce que c'est vrai que Carole le disait, on est une toute petite équipe et on accueille quand même à peu près 200. Donc il y a peut-être un peu d'efficacité à gagner. Voilà, exactement. Voilà, le flux musique parlait tout à l'heure, voilà, de la gestion des feuilles de route, etc. Oui. Nous, l'air de rien, on accueille quand même Oui, vous avez 200 les mêmes auteurs, donc problématiques, on a quand même aussi des problématiques de logistique en amont qui, pour l'instant, ne se font pas avec des outils ni avec des pratiques nouvelles, en fait. Parfait. Bon, le message est passé. On vous retrouve tout à l'heure auprès des fournisseurs de solutions. Merci à toutes les deux pour la présentation de cette escale du livre.